Louis Boyard, bonsoir. Bonsoir. Député du Val-de-Marne. Vous allez être face donc à Daniel Cohn-Bendit, qu'on a souvent appelé Dany le Rouge. Je ne sais pas, peut-être qu'on vous appellera vous aussi Louis le Rouge, puisque vous faites partie du... Oui, mais je garderai mes convictions du début à la fin. Vous garderez vos convictions. Néanmoins, Daniel Cohn-Bendit, qu'est-ce que vous avez entendu dans la déclaration de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise qui dit « Nous ne voulons pas la guerre ». Personne ne veut la guerre. Personne ne veut la guerre. Si, Poutine a voulu la guerre. Poutine a voulu la guerre en envahissant l'Ukraine. Les Serbes ont voulu la guerre en attaquant les musulmans bosniaques et en massacrant les musulmans bosniaques. Srebrenica. Il y a des dictateurs, il y a des forces politiques qui veulent la guerre, non seulement qui la veulent, mais qui la font. Aujourd'hui, c'est pas la discussion. Poutine est en train de faire la guerre, en train de terroriser le peuple ukrainien. Ça, c'est la vérité. Les Ukrainiens ne veulent pas la guerre. Les Ukrainiens veulent leur liberté. C'est votre vérité aussi, Louis Boyard? Moi, je pense déjà, premièrement, pour réagir aux propos du chef de l'état-major, ce n'est pas à l'armée de préparer l'opinion. Et vous dites quelque chose sur l'Ukraine? Je vais y arriver. Okay. Ce n'est pas à l'armée de préparer l'opinion. Ce n'est pas non plus à l'armée de préparer les élus à préparer l'opinion. Et la majorité du peuple français ne demande pas la guerre. Je pense que nous n'avons pas à avoir la naïveté de croire que les guerres sont faites pour des grandes idées. Les guerres sont faites pour des questions d'argent. Sur la question ukrainienne, c'est fait pour des questions d'argent. Aujourd'hui, Monsieur Poutine... C'est pas la position du général de Gaulle. Dans son appel à la France, à la résistance face à l'occupation allemande, c'était au nom d'une grande idée qui était la liberté. Alors, vous mélangez plusieurs choses. Mais attendez, je vous dis la guerre. Non, mais si c'est possible d'en placer une. Tout est possible, Il y a peu de temps, on a fait, par exemple, les commémorations du 11 novembre. Dans ces commémorations, il y avait des associations d'anciens combattants qui étaient là pour expliquer que on croit mourir pour la patrie et à la fin on meurt pour des patrons. La question de ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est un Donald Trump qui est en train d'essayer, d'ailleurs qui l'a déjà fait, qui s'accapare les minerais. Dans l'accord qui est proposé entre les États-Unis et le Kremlin, dans lequel ni l'Ukraine ni l'Europe n'a son mot à dire, il y a aussi la question de l'accaparement des minerais. Et enfin, j'aimerais aussi dire autre chose. La guerre coloniale qui se déroule aujourd'hui entre le gouvernement israélien et le peuple palestinien se fait y compris pour les terres agricoles en Cisjordanie et aussi pour la poche de gaz qui est dans les eaux palestiniennes. Nous n'avons pas la naïveté de croire que les guerres sont faites pour des grandes idées. Elles sont faites pour des questions d'argent. Nous, c'est qui? Nous, c'est une grande majorité de la population française. Nous, c'est qui? Oui, une grande majorité de la population française, quand De Gaulle a fait son appel, n'était pas tout à fait d'accord. Une grande majorité de la population française, à cette époque, était plutôt pétainienne. Donc, l'histoire, d'abord, c'est la responsabilité du personnel politique, et je dirais même des élites. Je suis d'accord avec vous que la déclaration du chef de l'état-major est complètement out of time. C'est un narratif d'un autre siècle. Le problème, c'est pas de demander aux Français « Est-ce que vous êtes prêts à que vos enfants vont mourir pour ceci ou cela ?» Non, le problème, c'est « Sommes-nous préparés à défendre la liberté? Sommes-nous préparés en tant que société, mais pas seulement au niveau de la France, au niveau de l'Europe? Parce que la souveraineté française dépend aujourd'hui totalement de notre capacité d'organiser la souveraineté européenne. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a un empire, l'empire russe, qui attaque aujourd'hui les fondements de la liberté et de la démocratie européenne. Et que demain, ils peuvent attaquer les pays baltes, etc. Donc, sommes-nous prêts, en tant que société, à répondre à ce danger? Voilà la question, et non pas de est-ce que nos enfants vont mourir? C'est complètement aberrant cette histoire. En ce moment, qui meurt? Ce sont les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Vous avez raison, ce sont les Palestiniens et les Palestiniennes, et ce sont des Israéliens qui sont morts le 7 octobre, les Palestiniennes et les Palestiniens qui sont morts après la réponse à condamner complètement, après un certain temps, de l'armée israélienne. Oui, vous avez raison, c'est eux qui meurent, donc ne disons pas que c'est nous et que ce sont nos enfants qui sont en danger. Alors, il ne faut pas croire que la jeunesse n'est pas en train de payer aujourd'hui l'escalade guerrière qu'il y a partout à travers le monde. Parce que vous parlez de modèle de société. Mais quel est le modèle de société dans lequel on vit aujourd'hui? C'est-à-dire que vous avez le budget de la défense qui est en train d'augmenter et dans le même temps, on baisse le budget de l'école. On baisse le budget de l'université. Vous avez 1,5 million de jeunes qui vont à la distribution alimentaire et j'irai même plus loin.
on baisse le budget de l'écologie alors que dans le même temps, l'Union européenne investit 800 milliards d'euros pour acheter des armes, mais dont la Monsieur moitié Boyard, sont des armes américaines. Est-ce que justement augmenter le budget de la défense, c'est pas aussi protéger le budget de l'éducation nationale? Je vais y venir. Nous, il y a beaucoup d'enjeux stratégiques d'un point de vue militaire, sur le numérique, sur l'espace, parce qu'il y a une militarisation de l'espace et nous on s'y oppose. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si c'est possible, non mais attendez, si c'est possible de terminer une phrase. Aujourd'hui, vous avez une baisse de tout ce qui permet l'avenir de la jeunesse, et la seule chose qui est en augmentation et la seule perspective qui est offerte par des politiques et par des va-t-en-guerre, c'est une augmentation du budget de la défense. Et ben je tiens à vous dire que je suis pas d'accord avec ça, et j'aimerais terminer, il y a un sujet sur lequel on devrait normalement avoir un consensus, c'est que structurellement on a déjà dépassé les 1,5 degrés. Il y a 9 limites planétaires, on a déjà dépassé la 7e. On est d'accord. On devrait passer plus de temps à se préoccuper de ces questions et à avoir une coordination mondiale sur ces sujets qu'à se faire les va-t-en-guerre les uns et les autres. D'écologie, pardon. Les deux. Je suis d'accord. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a une régression totale sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur la transition écologique. C'est vrai. Et donc, c'est un des pièges qui nous est tendu, et qu'il faut être clair, entre la nécessité d'avoir une défense européenne, d'avoir donc une défense pour éviter la guerre, et la nécessité aujourd'hui, d'un autre côté, d'augmenter les budgets, vous avez raison, sur l'éducation nationale, et d'augmenter surtout toute notre politique sur la transition écologique contre le réchauffement climatique. Le problème qu'il y a derrière, c'est que il y a une petite histoire, un narratif qui part pas seulement de Trump, de l'extrême droite en France, de toutes les extrêmes droites européennes, qui dit en fait la lutte contre le réchauffement climatique est inutile parce qu'il n'existe pas. C'est ça qu'il y a derrière. Et là, tout à fait raison, on est en pleine régression. Mais d'un autre côté, la réalité de l'impérialisme russe, la réalité du fait que la Russie demain peut attaquer la Lituanie ou un autre pays balte ou la Pologne, elle est vraie aussi. Et néanmoins, Daniel Cohn-Bendit, il faut quand même regarder le montant de notre déficit abyssal. Si vous aviez à fixer des priorités et des urgences, c'est quoi? C'est la défense avant le réchauffement climatique? Non, il faut augmenter proportionnellement de la même manière, d'un autre côté. Non, c'est ça la politique. On ne peut pas choisir... Mais on est très embêtés. Non, écoutez, on ne peut pas choisir entre le danger de la destruction par l'impérialisme russe et le danger de la destruction par le réchauffement climatique. Et de dire, lequel est plus dangereux en ce moment? C'est pas possible. Donc, il y a d'autres choses. Alors, où est-ce qu'on trouve l'argent? Pardon, excusez-moi. Je crois qu'il y a Joseph Stiglitz, un économiste prix Nobel, qui, dans un grand article aujourd'hui, qui est publié en Allemagne, dit très bien, il y a une telle injustice, une inégalité au niveau mondial, qu'il faut vraiment s'attaquer à cela. Il y a des débats intéressants en France, Zuckman ou Philippe Aghion, etc. Oui, mais c'est vrai. Vous ne pouvez pas, dans une même manière, dire il faut choisir, et qu'il y ait des centaines de milliards, des 1000 milliards qui vont de privé à privé sans que le public, sans que tout le monde puisse avoir une partie de cet argent pour justement pouvoir nous défendre contre le réchauffement climatique. Là, vous allez trouver un point d'accord, j'imagine. Non, parce qu'il y a un grand élément manquant dans ce que vous êtes en train de dire. Mais il y a toujours des éléments manquants. Non, mais il y a un élément manquant. Je crois que chez nous deux, il y a des éléments manquants. C'est une phrase de politique que j'ai employée pendant 25 ans. Écoutez, moi, je vais vous donner l'élément qui manque. Et moi, je vous donnerai les vôtres. Écoutez, quand vous avez, par exemple, l'augmentation de notre budget de la défense, d'où est-ce qu'il vient? Il vient d'un Donald Trump qui est aujourd'hui en train de tordre le bras aux Européens en leur disant vous allez augmenter la dépense publique pour augmenter vos dépenses militaires pour aller acheter des armes américaines. La moitié de toutes les armes qu'on va acheter avec l'augmentation du budget de la défense, ce sont des armes américaines. Vous demandez qu'est-ce qui va payer le déficit? La réalité, c'est que c'est la jeune génération qui paye le déficit. Parce que vous avez un patronat qui refuse qu'on le prélève, qui refuse qu'il y ait des taxes et des impôts supplémentaires. Le peu qu'on peut réussir
milliards à avoir pour augmenter la dépense publique, il va dans l'armée. Et dans le même temps, on baisse le budget de l'école, on baisse le budget de l'université, on augmente les taxes sur les apprentis. Et sur le réchauffement climatique, on fait rien. Et j'aimerais terminer sur une dernière chose. Tout ça est fait au nom d'une bonne morale qui est la prétendue morale américaine et occidentale et européenne. Sauf que cette bonne morale aujourd'hui, elle n'a plus aucune valeur. Pourquoi? Parce que ma génération a vu le génocide des Palestiniens cautionné par l'Europe, cautionné par les États-Unis. Et si vous voulez éviter la guerre, a vu le massacre des Bosniaques cautionné par la France insoumise. Mais ça existait. Alors, oui, pardon, par mais la Mélenchon, France insoumise n'était pas là. Mélenchon. Moi, j'y étais pas. Oui, mais toi, tu étais trop jeune, tu n'étais pas là pour savoir quand vous avez cautionné quel massacre. Vous avez cautionné le massacre. Il a perdu ses moyens. C'est terrible. Je te tutoie quand je veux. Non, je ne vous permets pas. Ah, mais ça, tu permets ce que tu veux. T'as 25 non, je ne vous ans, permets moi j'en ai 80. Je te permets de me tutoyer. Si t'as pas envie, et si t'en as envie, tu le fais. Ok, ça boomer. m'est complètement non, égal. mais ok, boomer, que voulez-vous que je vous réponde de plus? Moi, je suis très bien. Vous avez cette espèce de condescendance arrogante. Je vous donne des arguments, je vous donne des chiffres. C'est pas des arguments. Vous vous énervez. C'est bien la preuve que vous ne maîtrisez pas votre sujet. Mais c'est de la camaraderie, Louis Boyard. Mon camarade. Non, mais je m'en fous de ce qu'il dit. C'est la même chose que Mélenchon. Il me l'a déjà fait 3 fois cette histoire. Je suis pas son camarade. Donc je connais l'histoire. Je vous dis, j'étais un des premiers à dénoncer ce que faisait Israël après quelques mois en Palestine. Donc j'ai pas de leçon à recevoir là-dessus. Vous utiliseriez le mot génocide? Non. Bon, mais je vais vous dire pourquoi. C'est un massacre. Attendez, non. Je vais vous dire. Il y a eu au tribunal de Nuremberg, il y a 80 ans, un grand débat entre 2 juristes juifs, Lemkin et Lauterbach. Lemkin défendait génocide et Lauterbach défendait l'histoire individuelle du crime contre l'humanité. Je crois que la définition de ce qui s'est passé à Gaza doit rester au tribunal pénal international. C'est eux qui vont définir si c'est un crime contre l'humanité ou si c'est un génocide. Alors, je peux répondre parce que... et donc, pour moi... Parce que la Cour internationale de justice le dit, mais... Non, mais la justice est les structures. La Cour internationale de justice est, si on veut, dans la logique du tribunal de Nuremberg, puis de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée à Paris au Palais de Chaillot en 1948, est la logique d'une loi internationale pour essayer de juger les crimes au niveau international. Comme ils ont jugé Milosevic, comme ils ont jugé dans les crimes, qui devraient juger ce qui se passe au Soudan, qui devraient juger ce qui s'est passé à Gaza, qui devraient juger donc... Et c'est pour ça qu'ils utilisent le terme génocide. Non, parce qu'ils en jugent. Le procureur qui a décidé de voir s'il y a génocide. Il n'a pas dit qu'il y a génocide. Très courte réponse, oui, parce que là... Je vais en faire une réponse. Dans les différentes définitions, vous avez par exemple empêcher une population de pouvoir se reproduire. Or, quand vous avez les hôpitaux qui sont bombardés, que vous avez les écoles qui sont bombardées, que vous placez une population en situation de famine, quand vous détruisez tous leurs bâtiments, que vous bombardez de manière totalement indiscriminée, ça s'appelle un génocide. Et pour le coup, on a entendu vos 2 points de vue. Le 7 octobre. Ah, le 7 octobre est un crime de guerre. Et c'est pas un génocide? Non, parce que la Cour internationale de justice ne le dit pas. Parce que les différents critères... Mais un acte terroriste. La Cour internationale de justice a attaqué les responsables du Hamas et ils disent il faut vérifier s'il y a génocide. Ils ont fait exactement la même accusation que pour le gouvernement israélien. Vous en mêlez les pinceaux. Je suis désolé, mais vous dites crime de guerre, vous dites acte terroriste aussi, Louis Boyard. Écoutez, vous répétez. Vous posez des questions simples, je pose une question simple. Vous dites acte terroriste. C'est un crime de guerre parce qu'on parle le langage du droit international. Mais vous dites pas acte terroriste. Mais parce que le droit international ne définit pas ce mot. C'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis le début. Et j'aimerais terminer sur une chose. On est en train de parler de la guerre. Donc des hommes qui viennent tuer des femmes, des enfants et des femmes enceintes, c'est pas du terrorisme, ça, pour vous? En droit international, non.
Et C'est il quoi? faut utiliser le langage du droit C'est quoi? international. Et pour ce que vous, je fais puisque vous depuis vous le cachez début. derrière le droit international, et pour moi, en vous, tant que responsable politique, j'utilise le langage du droit international. où ce ne sont pas des actes Est-ce que je terroristes. peux lui répondre si c'est possible? Parce que j'ai l'impression qu'on m'attrape la veste parce que je parle le langage du droit international. Mais j'appartiens à une génération à qui l'école de la République a appris d'où est-ce que venait l'ONU, de l'échec de la Société des Nations. Aujourd'hui, quand vous avez l'Organisation des Nations Unies qui prend des résolutions contre le gouvernement israélien ou contre les Russes, il y a le 2 poids 2 mesures permanent qui empêche de le faire respecter. C'est pourquoi j'aimerais dire une chose. Si jamais vous voulez éviter la guerre, alors vous devez préparer la paix. Et pour préparer la paix, il faut écouter ce que dit l'Organisation des Nations Unies. Alors, la Et le question 2 poids que 2 posait mesures dont vous Daniel faites Cohn-Bendit. il s'agit de la Palestine montre que vous ne défendez pas le droit international. Alors, Daniel Contrairement à nous, Cohn-Bendit, qui on faisons va preuve d'une grande avancer. constance sur le Monsieur sujet. Cohn-Bendit, on va avancer dans le débat. On va avancer dans le débat, je vous en prie. Monsieur le jeune homme, depuis 30 ans, j'interviens en Israël contre l'occupation en Cisjordanie. Depuis 30 ans, j'interviens partout pour dire... Mais je vous demande pas votre CV, là. Non, si, je veux te dire une chose. Ne Le tutoyez droit international condamne. Et après, est-ce que c'est un crime contre l'humanité, génocide ou massacre? De la même manière, l'attaque et le terrorisme du Hamas et le terrorisme génocidaire du Hamas le 7 octobre que une forme de réponse du gouvernement de l'armée israélienne à Gaza. De la même manière. Alors, on va revenir à des sujets qui concernent les Français. Monsieur Boyard, s'il vous plaît. On va revenir à des sujets qui concernent les Français. On va continuer. Oui, mais qui concerne peut-être un tout petit peu plus directement les... C'est tout le pays qui a honte du traitement qui est fait par le gouvernement français quant aux Palestiniens. Donc C'est pas ça vrai. concerne les Français. Alors, on va pas mettre tout le public dans le même sas. On va parler du service militaire. Est-ce que vous êtes pour le rétablissement du service militaire qui avait été évincé par Jacques Chirac, justement, puisque ce serait dans les tuyaux et 86% des Français eh bien, se disent favorables à un retour du service militaire? Moi, je suis pour un service civil national et un service militaire, à choisir et au choix. Je crois que dans la situation actuelle, et l'ouvrir à une dimension européenne, je crois il faut que nous nous responsabilisions face à la société. Donc un service civil, c'est on peut travailler dans un hôpital pendant 1 an, on peut travailler écologiquement, il y a plusieurs formes de service civil. D'ailleurs, le gouvernement avait lancé facultatif, et il y avait tellement de succès qu'ils ont dû arrêter parce que ça donnait... Donc il y a une volonté de beaucoup de jeunes de donner 1 an et d'apprendre la sociabilité. D'un autre côté, je crois qu'on a besoin d'une forme de service militaire parce qu'on a besoin d'une défense européenne et chaque pays doit fournir son contingent à la défense européenne. Oui, Par contre, il n'y a pas 86% des Français qui veulent le retour du service militaire. 86% selon un sondage BFM TV, mais nous allons vérifier tout ça. Puisque Non, enfin, je vous le dis parce que c'est un chiffre qu'on entend beaucoup, mais c'est un sondage qui date de mars, donc déjà ça fait 8 mois. Et quand on regarde dans le détail... Ça fait pas non plus... on était quand même à la même situation il y a... Bon, alors, oui, mais surtout quand on regarde le détail du sondage, en fait, vous n'avez pas 86%, vous avez 30% qui sont pour un service militaire non obligatoire, ça change beaucoup de choses. Vous en avez 30% qui sont pour un service militaire obligatoire pour les femmes et les hommes, et vous en avez ensuite 20% qui sont pour un service public, un service militaire obligatoire uniquement pour les hommes. Je veux juste apporter une précision parce que sinon on va croire que l'ultra-majorité du pays veut le retour du service militaire. 86% des Français, effectivement, la réponse. Je vous le dis, c'est alors, faux. on va regarder. Je vous le dis, c'est factuellement faux. On Par me exemple, le vous en avez confirme. 30% qui ne sont pas d'accord pour un service militaire obligatoire. Et vous êtes d'accord ou la France Insoumise? Alors, plusieurs choses. Déjà, premièrement, il y a la question de l'armée de métier. Et sur la question de l'armée de métier, évidemment, il faut une augmentation des moyens de la défense. Ensuite, dans le programme de la France Insoumise, il y a la question d'une conscription citoyenne. Cette conscription citoyenne, elle est faite pour que nous puissions avoir une réserve civile qui puisse agir lorsque le pays en a besoin. Typiquement, quand on voit les cyclones que notre pays peut traverser. Je pense par exemple à celui qui a eu lieu à La Réunion. Eh bien, il faut qu'on ait un pays qui soit en capacité de réagir. Et donc pour ça, vous allez avoir cette conscription citoyenne avec à l'intérieur, pour les jeunes qui le souhaitent, une formation militaire. Parce que, et c'est ce qui est montré dans le sondage, vous avez des jeunes qui ont un attrait pour la chose. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir une armée, donc déjà un chef des états-majors qui essaie de faire une fabrique de l'opinion. Et surtout, l'objectif de notre armée, c'est de pratiquer la dissuasion. Parce que, et ça reste quand même le cœur du sujet, c'est que quand on parle d'aller se faire la guerre les uns et les autres, il y a un paramètre qui change absolument tout, c'est la question de la bombe atomique. Et le cœur de l'armée française, ça reste son pouvoir de dissuasion. Oui, donc c'est pour ça que voilà un petit peu ce qui est proposé. Daniel Cohn-Bendit, on va sur la fin, il reste 2 minutes. Tout à l'heure, vous disiez... La guerre d'Ukraine nous montre que l'armée atomique n'est
n'est plus une dissuasion. Parce que sous le parapluie de l'arme nucléaire, ils se font la guerre plus ou moins normalement. Dernière question, vous disiez tout à l'heure que justement, face à Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon n'avait aucune chance. Qu'est-ce que vous dites à Louis Boyard ce soir et à la France Insoumise? La même chose. Je crois qu'aujourd'hui, le rempart contre de se poser la question, quel est le meilleur rempart contre le Rassemblement national? La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est tellement antipathique que même Bardella apparaît pas à mes yeux, mais apparaît comme plus sympathique. Et deuxièmement, l'antisémitisme de la France Insoumise fait que la France Insoumise, pour des tas de gens de gauche aujourd'hui, n'est plus, on ne peut plus voter. Si on a un deuxième tour, Bardella contre Jean-Luc Mélenchon, je suis échec et mat. Échec et mat. Je ne peux voter ni pour l'un ni pour l'autre. Et je trouve que c'est une très bonne conclusion. Et pourquoi est-ce que moi je crois que nous allons gagner? Parce que toute la France n'a pas renoncé. En réalité, monsieur, vous êtes l'homme du renoncement. Sur la question du racisme, vous avez utilisé un jour le terme grand remplacement. Moi, j'appelle ça un renoncement. Et quand vous avez utilisé le terme grand remplacement. Si. Sur quoi? Si je peux avoir sur Mayotte, monsieur. Si on peut avoir une vérification. Sur Mayotte, BFM TV. non. Attendez. Vous l'avez utilisé Mayotte, ce terme ou pas? Alors attendez. Sur Mayotte, vous avez toujours besoin d'aller sur des phrases à rallonge quand il s'agit des sujets sérieux. Non, c'est un sujet sérieux. Sur Mayotte, j'ai dit, j'ai dit quelque chose sur Mayotte. J'ai dit sur Mayotte, les gens ont l'impression quand on voit. Alors. Non, je sais pas me tenir. Ça fait 80 ans. Ça fait 80 ans que je sais pas me tenir. Ça changera pas avec toi. Alors, voilà. Bon, alors, sur Mayotte, on va essayer de revenir au vouvoiement. Que les gens ressentent ça comme un grand remplacement. À Mayotte. Pas en France, à Mayotte. C'est bon, je peux en placer une, il a fini? Non, allez-y, vous reprenez. Je reviens, je ne vous permets pas de me tutoyer. Oh mon petit. Ok, vous mon petit chouchou. Ensuite, Daniel Cohn-Bendit qui me dit ça, je sais pas parce que je suis jeune que vous pouvez vous le permettre, on sait très bien ce qui se raconte sur vous à ce sujet. Donc, je vais terminer. Vous êtes un homme du renoncement. Sur la question du racisme, vous avez renoncé. Notamment parce que quand on vous dit Jean-Luc Mélenchon face à Jordan Bardella, vous ne savez pas choisir. Or, il y a une majorité du pays qui n'a pas cédé à l'islamophobie, qui n'a pas cédé au racisme, qui n'a pas cédé au va-t-en-guerre, qui a d'une certaine manière un appel à l'espoir pour le partage des richesses, pour l'écologie, pour l'égalité des genres, pour l'égalité quelle que soit la couleur. Et néanmoins, Louis Boyard, on le voit bien, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, personnalité assez rejetée par les Français. Oui, c'est ce qui est dit à chaque fois, et puis on a fait 22% la dernière fois. Et qui fait plus peur que Marine Le Pen. C'est ce que disent vos sondages, hein. C'est comme celui sur les 86% pour le service militaire. Qu'on a vérifié. Écoutez, si jamais je le revérifie, je pourrais faire la revérification après. Alors là, sur ce plateau, j'espère, je suis pas religieux, donc je peux pas dire j'espère en Dieu, qu'il n'y ait pas un deuxième tour Bardella-Mélenchon. Écoutez, c'est la victoire. C'est ce qui va se passer, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui gagnerait. Et si ça se passe, et que c'est la débâcle totale de la France, parce que c'est Bardella qui gagnera, eh bien on reviendra à ce plateau et je vous demanderai, jeune homme, alors maintenant. Puisque vous avez dit, Daniel Cohn-Bendit, jeune homme plusieurs fois, vous pensez que plus tard il finira par voter pour le bloc central, pour Emmanuel Macron comme vous? Je suis pas Daniel Cohn-Bendit. Non, mais moi, alors là, vraiment, moi, j'assume les différents sauts dans mon histoire. J'assume aussi bien les bêtises que j'ai pu dire que les choses bien. Et que si lui pense qu'à 80 ans, il parlera exactement comme à 25 ans, il a le droit. Je le pensais aussi. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Merci infiniment d'avoir débattu ce soir.